Bonsoir tout le monde. Cette séance, elle va être un petit peu coupée en deux parce que, bon, pour une part, il faut qu'on termine la partie qu'on avait commencée à propos de Sartre qui concerne l'angoisse comme révélatrice de la liberté. Et puis, il sera temps d'aller faire la comparaison avec Heidegger, que je viens de ressortir là, et en particulier son ouvrage Être et temps, pour voir exactement donc, quelle est la part d'héritage que Sartre récupère, réutilise, et puis quelles sont les modifications aussi qu'il lui fait subir. Donc d'abord sur la continuation de cette révélation de la liberté, notamment dans le phénomène d'angoisse, et les efforts par conséquent que l'on fait pour masquer cette angoisse, puisque cette angoisse est un affect pénible, donc forcément on essaie de l'éviter. Comment est-ce qu'on essaie de l'éviter ? Bon, une manière de le faire, on l'avait déjà vu, c'était adhérer à l'hypothèse, en tout cas Sartre l'appelle une hypothèse, du déterminisme psychologique. Donc c'est se dire que toute notre histoire psychologique accumulée fait que nos actes sont en fait dictés par un tas de choses inconscientes, même indépendamment de l'hypothèse strictement psychanalytique de l'inconscient, que nous avons des tas de motivations inconscientes qui guident nos actes. Ça, évidemment, c'est un peu rassurant, puisqu'on n'est plus tenu à cette terrible responsabilité par rapport à l'avenir. Sartre estime cependant que cette hypothèse n'est pas très puissante par rapport à l'évidence que nous avons de notre liberté. Cette évidence est tellement forte que venir nous dire tout ça c'est une illusion, tout le choix, la délibération, c'est une illusion, et en réalité vous êtes juste contraint par des forces souterraines, c'est très peu persuasif parce qu'en fin de compte on se sent à tout moment obligé de choisir. À tout moment on a une hésitation. On n'aurait pas d'hésitation s'il y avait une contrainte derrière qui ne faisait que pousser. On irait tout droit suivant cette contrainte. Donc c'est pas très persuasif, pas très convaincant. En revanche, il mentionne deux autres types de fuites par rapport à l'angoisse. L'une d'elles, c'est de considérer tous les possibles, non pas comme des possibles pour moi, mais seulement comme des possibles en général et plutôt faits pour les autres. Donc quand on se dit il y a différents types de vie, il y a différentes façons de vivre, oui, mais enfin, elles ne sont pas pour moi. On pourrait changer de vie, oui, mais pas moi. Oui, je comprends bien que d'autres choisissent cela, que d'autres sont capables de ceci ou de cela, mais moi non, c'est pas pour moi, je ne suis pas fait pour ça. Donc, évidemment, dans l'expression, on voit tout de suite le déterminisme de nouveau dans lequel on s'installe. Ce n'est pas pour moi, je ne suis pas fait pour ça. Et donc, de fait, on réduit les possibles à un seul, celui qu'on a au fond toujours déjà choisi. Donc ça, c'est un type de fuite. Et un autre, c'est de considérer que la liberté n'est pas dans chaque action, n'est pas à chaque moment, mais qu'elle appartient seulement à notre personnalité profonde. Donc on considère que oui, on a un moi, on a bien un moi qui nous est propre et qui est libre, mais ce moi détermine en fait nos actions à chaque moment. Donc si, en quelque sorte, on s'est constitué comme une certaine personnalité, ou on s'est donné un certain caractère, mais ensuite, tout découle de ce caractère. Voilà, on s'est constitué une fois pour toutes, lâche ou courageux, sympathique ou agressif, etc. Et après, on ne peut plus rien y faire, on est comme ça. Donc on renvoie à un moi profond, quelque chose qui a peut-être été une liberté de choix, mais qui ne l'est plus à chaque instant, qui nous détermine désormais. Bon, tous ces exemples de fuite, Sartre fait remarquer qu'il révèle quand même quelque chose, c'est que pour fuir, il faut savoir ce qu'on fuit. C'est-à-dire qu'on ne fuirait pas cette angoisse si on ne l'éprouvait pas, et on n'aurait pas ce besoin si on n'était pas libre. Donc, au fond, même en négatif, on a à chaque fois une confirmation de ce qu'on essaie d'éviter. Je vous cite une toute petite phrase qui n'est pas dans vos notes. « Je dois viser l'objet de la fuite pour le fuir. » Donc, évidemment, on ne fuit pas rien, on fuit bien quelque chose. En un mot, je fuis pour ignorer, mais je ne peux ignorer que je fuis. Et la fuite de l'angoisse n'est qu'un mode de prendre conscience de l'angoisse. Donc, de toute façon, cette angoisse, on l'est. Il dit vraiment que c'est un être de la conscience, de la même manière que la liberté est notre être, mais on l'est sur le mode de ne l'être pas. On l'est sur le mode de ne l'être pas, puisqu'on essaye toujours de la contourner, de la nier, de la néantiser, comme il dit,
Et donc, en même temps, on est bien contraint à l'être, hein, on est contraint à la liberté, mais en même temps, on se contourne, on essaye de se poser comme si on ne l'était pas. Et ça, c'est typique de la mauvaise foi. Hein, ça, c'est typique de la mauvaise foi. Cette mauvaise foi que Sartre introduit comme un concept nécessaire pour comprendre cette duplicité dans la conscience, puisqu'elle essaye toujours de nier ce qu'elle est. Pourquoi toujours ce double aspect de la conscience? Et donc Sartre ne veut pas se placer au niveau des explications psychologisantes du genre il y a un conflit entre les désirs ou bien un conflit entre la raison et les désirs. À ce niveau-là, ça lui paraît tout à fait superficiel. Beaucoup plus profondément, il veut se placer donc dans une enquête ontologique et donc se demander quel doit être l'être même de notre conscience pour qu'elle soit susceptible de mauvaise foi, pour qu'elle ait cette duplicité avec elle-même. Donc il va de nouveau revenir à mieux cerner l'être de la conscience. Et pour expliquer la mauvaise foi, il part d'une série d'exemples très courants, d'exemples qu'on a certainement tous rencontrés. Le premier, c'est l'histoire du rendez-vous de la jeune fille qui va rencontrer un homme dont elle sait qu'il la désire. Elle n'est pas insensible à ce désir, mais elle voudrait aussi que le désir de l'homme ne s'adresse pas seulement à elle en tant que corps, mais s'adresse aussi à ce qu'elle a justement de liberté et d'existence. Elle veut se montrer dans sa pleine existence et pas seulement dans ce corps désirable. Donc elle veut maintenir les deux. Alors, elle se met à parler d'elle et à parler d'elle en tant que dans son existence, il se passe des choses élevées, au sens où elle a des émotions, des préoccupations qui sont élevées et au sens donc où elle est liberté. Mais voilà que l'homme lui prend la main. Alors, il faut qu'elle choisisse. Ou bien elle accepte ce contact, et à ce moment-là, elle cède au désir, elle montre qu'elle a bien compris de quelle nature était le désir de l'homme, puisque de fait, elle l'a bien compris. Ou bien elle retire sa main, et à ce moment-là, elle refuse le désir de l'homme, mais en même temps, elle brise cette connivence qui lui plaît aussi. Elle brise le charme de cet instant qui lui plaît et qu'elle voudrait prolonger. Qu'est-ce qu'elle fait alors ? Elle choisit de ne pas choisir. Elle choisit d'abandonner sa main, mais de ne plus en avoir conscience. Elle laisse sa main inerte dans la main de l'homme et elle continue à parler d'autre chose. Comme si il n'y avait pas ce contact, alors qu'elle le sent très bien. Donc en fait, elle décide de se couper la conscience de cette partie de son corps pour ne pas avoir à se centrer sur ce type de désir qu'elle refuse. Alors Sartre dit qu'elle est de mauvaise foi, au moins pour deux raisons. D'une part, parce qu'elle refuse de comprendre le désir de l'homme tel qu'il est, c'est-à-dire de comprendre comme une expression de la liberté de l'homme, de la désirer. Elle veut transformer ce désir en quelque chose de plus élevé, une estime pour son intelligence, une admiration pour ce qu'elle est. Donc, elle n'accepte pas, alors qu'elle le sait, elle n'accepte pas le désir tel quel, alors qu'elle le sait bien que c'est ça qui s'exprime. Et d'autre part, elle est de mauvaise foi aussi par rapport à elle-même, puisqu'elle se coupe de son corps, elle refuse d'être elle-même ce corps qui est désiré et qui peut être bien désir aussi, elle le refuse et elle se réfugie uniquement dans la vie de l'esprit pour ne pas devoir se laisser aller, pour ne pas devoir le reconnaître. Et donc en fait, elle joue de cette duplicité entre ce que Sartre appelle la facticité et la transcendance. Facticité, c'est le simple fait que nous sommes des corps et que nous sommes disposés naturellement, tels que nous sommes, de manière tout à fait contingente. Nous pourrions ne pas exister, mais enfin il se fait que nous existons, c'est ça la facticité, il se fait que nous existons comme des corps qui ont une série de besoins, de désirs, d'expressions. Donc c'est notre naturalité en fait, la facticité. Et puis la transcendance, il faut la prendre au sens plutôt courant du terme, c'est-à-dire le fait que nous sommes aussi quelque chose qui échappe à cette simple naturalité. Nous sommes aussi un désir d'autre chose. Donc nous sommes aussi tout ce qu'on a dit de la conscience, dans la mesure où elle échappe au simple déterminisme naturel. Donc nous sommes autre chose aussi que simplement un corps avec toutes les forces qui s'exercent sur ce corps. Et donc ce couple-là, dans la mauvaise foi, en tout cas dans l'exemple de mauvaise foi qu'on vient d'exposer,
Ce couple, au lieu qu'il soit considéré dans une synthèse, dans une coordination entre les deux, ce qui serait la bonne attitude, en fait, les deux termes sont sans cesse renvoyés l'un à l'autre. La jeune femme, avec son désir, en fait, interprète le désir comme transcendance, alors même qu'il est facticité. Elle refuse en fait cette facticité et la renvoie, l'interprète comme si elle était au niveau de la transcendance, comme si elle pouvait transformer ce désir qui s'adresse au corps, le transformer en une admiration qui s'adresse à l'esprit. Donc il y a un refus de considérer tel quel le rapport facticité-transcendance. Un autre exemple, peut-être même plus connu, c'est l'exemple du garçon de café. Le garçon de café, on a tous pu observer ça à certains moments, celui qui en fait trop, le garçon de café qui en rajoute. Donc il en rajoute par rapport à son rôle. Alors quand il passe entre les tables avec son plateau en équilibre et qu'il veille à ne pas renverser ses verres, on sent qu'il montre l'effort qu'il fait, il est dans le spectacle par rapport à l'effort qu'il fait avec son plateau. Et puis, quand il s'adresse aux clients, sa manière d'être poli, d'être serviable est exagérée, il en fait trop. Donc, à tout moment, on se dit, il joue un rôle, et qui est son propre rôle. Il joue le rôle du garçon de café. Et Sartre dit qu'il étend d'ailleurs cet exemple à toutes les professions qui ont ce rapport au public, un rapport qui est obligé, un rapport obligatoire, c'est-à-dire où il faut qu'on soit aimable, qu'on soit poli, souriant, serviable, et donc même quand on n'en a pas envie, ou même quand on voudrait faire une réflexion qui sort tout à fait de ce strict rapport commercial très déterminé. Bon, celui qui, comme ce garçon de café, joue totalement son rôle, se met uniquement en scène, en représentation, à la fois vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de lui-même. En fait, il se transforme en un en-soi. Il se donne l'en-soi garçon de café. Qui suis-je ? Je suis garçon de café et c'est tout. Je ne suis pas en même temps autre chose, je suis uniquement ça. Alors, bien entendu, une fois qu'il a terminé son service, il peut retrouver son autre soi, tous ses autres aspects. Mais le fait même que, pendant ce service, il refuse absolument de laisser transparaître autre chose de lui, mais au contraire, il durcit le trait, il devient presque une caricature de son rôle. Ça, c'est une réification, une auto-réification, il se transforme en chose, il se transforme en un en soi. Et en même temps, il est certain que ce garçon de café, il est garçon de café, mais il l'est sur le mode de ne l'être pas, de nouveau. Il l'est, mais il n'est pas que ça. Il est, mais c'est seulement une fonction qu'il endosse pendant un certain nombre d'heures par jour, et tout le reste de ce qu'il est demeure. Et d'autre part, il peut aussi, s'il le décide, cesser de l'être à tout moment. Si à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison, ce rôle lui déplaît, il peut y mettre fin. Mais tout ça, en se durcissant dans un en soi, il l'oublie, il le rejette. Tous ces autres possibles sont recouverts, sont obnubilés, sont rejetés, et il ne lui reste que cette fonction. Donc il est de mauvaise foi en cela, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas qu'en même temps, il n'est pas ce qu'il est. Il fait comme s'il n'était que ça, et qu'il n'était pas en même temps ce qu'il n'est pas. Cet exemple est rapproché aussi de certaines émotions que nous maintenons alors même qu'elles n'ont pas par elles-mêmes cette inertie. Il avait déjà thématisé ça dans son petit ouvrage « Esquisse d'une théorie des émotions », où il insistait vraiment sur la responsabilité que nous avons par rapport à nos émotions. Et il prend une émotion comme la tristesse, par exemple, qui avait été évoquée la semaine dernière. Il prend l'exemple de quelqu'un qui est triste, peu importe la raison, et puis voilà que surgit un événement inattendu, par exemple l'arrivée d'un ami. Bon, il accueille cet ami, il se met à parler de choses et d'autres, sa tristesse disparaît pendant ce temps, parce qu'il pense à autre chose. L'ami s'en va. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va retomber dans sa tristesse? Ou est-ce que, grâce à la diversion qui a eu lieu, il va pouvoir passer à autre chose? Eh bien ça, pour Sartre, c'est vraiment une décision libre. Ce n'est pas du tout que sa tristesse va prendre le dessus. Non, c'est lui qui va décider de la reprendre. Donc en fait, à nouveau, cet exemple illustre le choix des possibles à tout moment.
et la responsabilité par rapport au possible. En conclusion, donc, Sartre dit, si quelqu'un dit « je ne suis pas cela », peu importe le cela, mais s'il dit « je ne suis pas cela », il y a deux possibilités. Ou bien, il veut dire « je ne suis pas cela » parce qu'il est impossible de me figer dans une détermination, parce que je ne suis pas défini par aucune de mes attitudes, ni même par la somme de toutes mes attitudes qui ont été, qui sont passées, et dont on peut dire qu'elles me constituent. Donc je ne suis pas cela parce que je ne suis pas l'ensemble de mes attitudes. On ne peut pas me figer dans ce que j'ai été. On ne peut pas me figer dans mon essence, dans ce que j'ai été. Si on l'interprète comme ça, ça montre une grande lucidité. Voilà, ça montre la lucidité sur soi-même, sur ce qu'on est vraiment. Mais si on dit « je ne suis pas cela » pour ajouter « parce que je suis ceci », alors c'est comme si l'encrier disait « je ne suis pas la table parce que je suis l'encrier ». C'est une attitude d'en soi, de nouveau. C'est une attitude de chose qui se fige une fois pour toutes dans ce qu'elle est, qui se différencie de ce qui n'est pas elle et qui ne veut pas en changer, qui ne veut pas changer d'identité. Car peu importe que l'encrier soit plus ou moins rempli ou éventuellement soit plus coloré, puisse être modifié. Bon, il reste encrier évidemment, son essence ne change pas. On voit bien cette notion d'en soi. Donc cette manière de se dire je suis ceci, ça peut être une manière de ne pas se vouloir responsable de ce qu'on est, ne pas vouloir se rendre responsable du choix, de la possibilité d'être autre chose. Mais c'est plus compliqué que ça, parce que l'aveu de sincérité, enfin le désir de sincérité n'est pas nécessairement opposé à la mauvaise foi. Et au contraire, en ayant l'air de prendre toutes ses responsabilités, c'est parfois alors qu'on est dans la mauvaise foi. Pourquoi ? Eh bien, celui qui demande à quelqu'un d'être sincère, qui exige de la sincérité de la part de son interlocuteur, qu'est-ce qu'il lui demande ? Il lui demande de s'identifier. Si on lui demande « avoue que tu es ça »,« avoue que tu es comme ça », on lui demande effectivement de se figer, de dire « oui, je suis comme ça ». Donc la demande de sincérité est une demande d'identification, une fois pour toutes, dans une certaine attitude qui devient nous, qui fait qu'on doit s'identifier entièrement à ça. Et d'autre part, le fait même qu'on exige la sincérité comme une sorte d'idéal, d'obligation morale, montre bien aussi que ce n'est pas l'attitude la plus spontanée. Parce que si c'était spontané, ordinairement, que nous sommes sincères, il n'y aurait pas besoin de le demander. Il n'y aurait pas besoin de dire si souvent « sois sincère, ne sois pas hypocrite ». Bon. Donc ça révèle que ce n'est pas le mode le plus spontané. Et de fait, notre mode le plus spontané, c'est toujours à la fois d'être et de n'être pas ce qu'on est. Ce balancement qui est simplement la révélation du fait qu'on est totalement multiple et non achevé, et jamais achevé, ce balancement, il est normal par rapport à notre être. C'est ça qui révèle notre vrai être. Donc le fait de vouloir se figer sur une identité, c'est ça qui est la fuite par rapport à notre être. Et celui qui, par rapport à lui-même, veut s'interroger sincèrement, veut se déterminer lui-même avec sincérité, c'est aussi pour lui une manière de prendre une distance et de se dédouaner de ce qu'il est en train d'avouer. Donc c'est vraiment un retournement subtil. Alors comment se passe ce retournement subtil ? Sartre rappelle l'adage « faute avouée est à moitié pardonnée ». À propos de l'aveu, « faute avouée est à moitié pardonnée ». Pourquoi ? Parce que quand j'avoue une faute, celui qui avoue est déjà un autre que celui qui a fait la faute. Donc le moi qui avoue est déjà autre. S'il peut l'avouer, c'est qu'il n'est déjà plus en train de le faire. C'est qu'il prend une distance par rapport à lui qui a fait cette faute, qui a commis cette faute. Donc, d'une certaine manière, il se fait pardonner, il se rend pardonnable. Il se rend pardonnable parce qu'il n'est plus celui-là. Alors, avant même d'avoir dit « je ne le ferai plus », c'est même pas seulement parce qu'il dit « je ne le ferai plus ». Non, le simple fait de reconnaître montre déjà qu'il n'est plus celui-là, qu'il n'est plus dans l'acte fautif, qu'il a déjà une distance par rapport à cet acte. Donc, il est à moitié pardonné. Et si c'est uniquement par rapport à lui-même qui se l'avoue, il y a encore quelque chose d'autre qui intervient, c'est que
supposons qu'il avoue qu'il a une tendance à la cruauté. Alors, Sartre prend un autre exemple, il prend l'exemple de l'homosexualité. Mais ça c'est vraiment un signe d'évolution des temps, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'est plus inavouable d'être homosexuel, donc l'exemple ne marche plus. C'est très intéressant d'ailleurs. L'exemple ne marche plus, on ne peut pas dire avoue, oui alors. Donc prenons quelque chose de plus inavouable, qui est toujours inavouable, par exemple la cruauté. On avait parlé la semaine dernière du mal, du mal tel qu'on a pu faire le procès du mal chez les nazis. Bon. Donc disons le plaisir de faire souffrir autrui. Si quelqu'un s'avoue à lui-même qu'il éprouve du plaisir à faire souffrir autrui, eh bien, au moment où il l'avoue à lui-même, il se dédouble aussi. Il se dédouble parce qu'il y a celui qui avoue et celui et celui à propos duquel quelque chose est avoué. Et celui qui avoue que lui-même, mais lui-même qui est pris pour objet, est cruel, étant donné qu'il est pris pour objet, qu'on dit « Ah oui, ce moi que je suis est cruel », eh bien, d'une certaine manière, on se met de nouveau à distance de lui. Le je qui reconnaît lui-même comme cruel n'est pas tout à fait ce je cruel. Il y a un dédoublement du je. Il y a celui qui dit et celui qui est. Celui qui dit n'est pas celui qui est. Pas exactement, il n'y a pas coïncidence. Et donc, ça lui permet, d'une certaine manière, de l'accepter. D'accepter qu'il est ce cruel, puisque celui qui juge qu'il est cruel, il est juge et il n'est pas jugé. Évidemment, c'est aussi lui le jugé, mais il peut se placer dans cette position de juge et éviter par là de se placer dans la position du jugé. Vous voyez? Donc c'est vraiment des mécanismes assez subtils qui sont toujours des fuites de soi-même. Dans tous ces cas, on a toujours une fuite de soi-même. Mais Sartre fait remarquer qu'il ne faut pas non plus assimiler la mauvaise foi tout simplement au cynisme ou au mensonge volontaire, délibéré. On ne se cache pas volontairement à soi-même ce qu'on est ou aux autres. On n'est pas volontairement dans cette duplicité qui ne veut pas reconnaître ce qu'on est vraiment, etc. C'est pas volontairement. On ne se fige pas volontairement non plus dans un rôle. Alors pas volontairement au sens où il y a une véritable foi. La mauvaise foi est une foi, comme le dit son nom. Elle est une foi. C'est-à-dire qu'il y a une adhésion. On se croit vraiment tel qu'on le dit ou tel qu'on se le représente pour soi-même. On le croit vraiment. Et cela relève de ce que Sartre appelle un projet premier, un de ces projets, de ce choix de sa propre personnalité qu'on fait de manière spontanée, non délibérée, parce que ce n'est pas vraiment réflexif, ce n'est pas vraiment après avoir vraiment interrogé, comparé les possibilités, c'est ce qu'on fait très tôt de manière spontanée et dans quoi on continue un peu son parcours. Ce genre de détermination première de notre personnalité, mais qui n'est qu'un choix, et qui est un choix qui dépend entièrement de nous. Donc cette première inscription dans un type de caractère, on pourrait le changer, on peut toujours le changer. Ce n'est pas quelque chose justement qui, à un certain moment, nous maintient et nous empêche d'avoir une autre attitude. Mais être de mauvaise foi, c'est un de ces choix fondamentaux. Il y a des gens qui, d'emblée, s'inscrivent dans la mauvaise foi, s'inscrivent dans le rôle social, par exemple, ou s'inscrivent dans une détermination de soi, une détermination de caractère dont ils ne veulent pas changer et dont ensuite ils font l'excuse pour toutes les attitudes qui en découlent. Or, ce genre de croyance ou de foi, eh bien, c'est comme toutes les croyances, si on sait qu'on croit, on ne croit plus. Et ça, c'est dans toutes les croyances. Si on sait qu'on croit, on ne croit plus. On pourrait prendre l'exemple évidemment de la foi religieuse pour développer la même chose. Savoir qu'on croit, alors ça joue un petit peu sur le double sens de croire. Croire, c'est un mot ambigu, mais les deux significations de croire ne sont pas fortuites, elles ont une relation intéressante l'une avec l'autre. Parce qu'on dit « je crois » quand on n'est pas sûr. On dit « je crois qu'il va venir demain parce que je ne suis pas sûr », mais je pense que c'est probable. Et on dit aussi « je crois » pour une certitude. On dit
bon, quand on dit qu'on a la foi, la foi, ça veut dire c'est une certitude, la foi. On est sûr que c'est ça. Et donc, comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? En fait, on peut passer de l'une à l'autre de ces significations, justement, par la notion de savoir. C'est-à-dire qu'on croit jusqu'au moment où on sait. À partir du moment où on sait, on met fin à la croyance. Et on peut y mettre fin de deux manières. Si je dis, alors dans le sens banal, je crois qu'il viendra demain, au moment où je le saurai qu'il viendra, ou bien au moment où il vient effectivement, le savoir remplace la croyance, mais ne la contredit pas, la confirme au contraire. Mais si on prend l'exemple d'une foi religieuse, par exemple, cette foi, elle remplace un savoir en ayant la même certitude que le savoir. C'est-à-dire qu'on ne dit pas « je crois en Dieu » si on est certain du message divin. Si on est absolument certain du message divin et de l'existence de Dieu, on ne dira pas « je crois en Dieu ». On dira « Dieu est ». Je te le démontre, je te montre une certitude sensible ou une certitude de quelque type que ce soit, mais on ne devra pas dire « je crois ». On dira « non, non, je le sais, c'est scientifiquement établi pour telle et telle raison ». Or ça, on sait bien qu'on ne peut pas le faire. On sait bien qu'on ne peut pas le faire, donc on croit. Et ça a été présenté de cette manière-là par des théologiens. Je crois parce que c'est absurde. Parce que, étant donné que c'est absurde, je ne peux pas dire que c'est un savoir. Le savoir ne peut pas être absurde. Donc, je crois. C'est une alternative au savoir. Jusqu'au moment où on saura quelque chose. Jusqu'au moment où il y aura une connaissance telle qui fera opposition à cette croyance, à cette foi. Alors, ce savoir, ce ne sera pas nécessairement non plus une démonstration du contraire, puisqu'on ne pourra pas démontrer non plus la non-existence de Dieu, etc. Bon. Mais ce sera un savoir qui mettra en tout cas la foi en doute, qui permettra d'en douter. Par exemple, un savoir de l'origine historique de toutes les religions, de tous les messages divins. Étant donné que c'est une origine historique, située de telle manière, dans telle circonstance, amenée par tel prophète, dont on peut dire qu'il a eu tel type de conscience ou d'intention, on peut dire, tout ça, ça fait quand même beaucoup de signes que ma foi n'a pas lieu d'être. Et on remet en question sa foi. Donc, grâce à un savoir. Bon, alors, pour la mauvaise foi, c'est pareil. Si on se met à douter de sa mauvaise foi, on n'est plus dans la mauvaise foi. Si on se rend compte, en fait, qu'on est là dans une espèce de croyance, d'une adhésion à un rôle qui, en fait, n'a pas lieu d'être, une fois qu'on en prend conscience, on n'est plus dedans. On n'est plus dans la mauvaise foi. Donc prendre conscience de sa mauvaise foi, c'est ne plus être dans la mauvaise foi. Et donc à ce moment-là, le choix se reposera à nouveau. Le choix de tous les possibles sera à nouveau ouvert. Est-ce qu'on adoptera une autre attitude ou est-ce qu'on retombera dans la même attitude? Bon, ça, tout est possible. Par conséquent, ce que Sartre en tire de nouveau comme définition, si on peut dire, de l'être humain, de l'être de la conscience humaine, c'est qu'elle a à être. Elle a à être. C'est une expression qui revient souvent et qui est importante. La conscience a à être. C'est-à-dire qu'elle a à construire son être, elle a à développer son être. Elle ne reçoit pas son être, elle ne le possède pas. Elle doit l'exercer elle-même. Et elle ne se développera qu'en exerçant quelque chose. Ce n'est qu'en existant qu'elle développera son existence. Elle ne peut pas la poser d'avance. Une conscience ne peut pas poser d'avance ce qu'elle est, elle ne le pose que par ses actes, en fait. Donc c'est en existant qu'on développe son être, donc on a à être, contrairement aux objets qui sont immédiatement ce qu'ils sont. Donc tous ces concepts et ces structures et ces types de détermination de l'être de la conscience humaine, on les retrouve chez Heidegger, quasiment tous, parfois des expressions tout à fait identiques et avec les mêmes notions fondamentales telles que la liberté, l'angoisse, tout ça se trouve chez lui. Mais Sartre a raison de signaler qu'il y a au moins deux choses qui différencient l'analyse du Dasein par Heidegger et sa propre analyse de la conscience. Il y a au moins deux grandes différences que lui-même formule.
La première, c'est que Heidegger ne part pas de la conscience de soi, au sens du cogito, au sens du cogito cartésien. Il ne part pas de là pour établir toute son investigation sur l'être de la conscience, contrairement à ce que font Husserl et Sartre. Et Sartre dit, c'est tout de même au risque de ne pas pouvoir retourner ensuite dans cette certitude de la conscience, cette certitude première qu'on a exposée précédemment, certitude de je suis certain d'être une conscience, je sais que je pose mon objet et que je ne me pose pas moi-même, etc. Donc tout ce qu'on a vu comme certitude directe du cogito, pré-réflexif. Donc Heidegger ne part pas de là. On va voir de quoi il part, on va le voir tout de suite. Et la deuxième différence, c'est que Heidegger ne se sert pas tellement de la notion de négation ou de néantisation, de néant, comme propre de la conscience et comme opposition de la conscience à ses objets. Il se sert très peu de ce vocabulaire de la négation, contrairement à Sartre qui, on l'a vu, l'utilise très abondamment. Alors ça, très probablement, c'est l'introduction de Hegel chez Sartre. C'est à cette tradition-là qu'il va emprunter l'idée que dans un tout concret, dans une synthèse comme l'être au monde, il y a un moment positif, un moment négatif. Il y a le moment en soi, le moment pour soi, et les deux forment un tout en soi pour soi. Ça, c'est vraiment la dialectique, c'est puisé chez Hegel. Mais Heidegger ne le présente effectivement pas comme ça. Donc voyons maintenant comment Heidegger le présente, bon, qui vient avant Sartre. Donc je rappelle plus ou moins les dates, là vous les avez là. Et sa première œuvre philosophique majeure, Être étant, Sein und Zeit, date de 1927. En fait, ces différences s'expliquent en partie, et puis d'autres différences s'expliquent aussi en partie par le projet qui n'est pas le même chez les deux auteurs. Le projet de Sartre, on l'a vu, c'est un projet directement pratique. C'est-à-dire que Sartre, il veut déterminer l'être de la conscience comme liberté pour décider comment agir, pour décider que l'homme est responsable de ce qu'il fait et pour l'aider justement à assumer cette responsabilité, cette liberté de ses actes, l'aider à se déployer comme liberté, y compris dans la sphère politique, y compris dans le rapport difficile aux autres que nous verrons prochainement donc, en retournant à Sartre. Mais Heidegger, ce n'est pas ça son projet. Il est vrai qu'à un certain moment, Heidegger parle aussi longuement de l'être de la conscience humaine, et il parle aussi beaucoup du choix du mode de vie, mais ce n'est pas dans la même perspective. Sa perspective à lui, et ce qui est l'objet de toute sa philosophie jusqu'à la fin de sa vie, c'est de déterminer le sens de être en général. C'est ça qui l'intéresse. C'est qu'est-ce que ça signifie être en général. Étant donné que être, c'est le verbe qu'on utilise à propos de tout, qu'on utilise tout le temps, ne fût-ce que dans les phrases attributives, pour lier le sujet et l'attribut, et puis plus fondamentalement, chaque fois qu'on attribue l'existence à quelque chose, tout ce qui est, justement, avec toute la diversité de types d'être que ça révèle, tout ça reçoit chaque fois le mot être. Donc, quelle est l'unité de toutes ces significations éparses? L'être, c'est l'attribut le plus universel, il s'attribue absolument à tout ce qui est, forcément, tout ce qui est, mais chaque fois dans un sens différent. Et donc, quelle est l'unité de tous ces sens? Donc, quelle est la signification générale de ce verbe être? Et Heidegger estime que c'est ça la question philosophique principale. Et qu'il a envie de consacrer sa vie philosophique à élucider cette question. Et il rappelle que dans l'Antiquité grecque, au grand temps de l'Antiquité, donc pour lui la grande époque s'arrête à Aristote, donc c'est Parménide principalement, Platon et Aristote, cette grande époque avait affronté cette question, avait mis en évidence cette question comme fondamentale. Et puis après, elle a été oubliée, elle a été négligée, on s'est détourné, on s'est tourné vers d'autres sujets philosophiques et on a laissé celle-là non pas résolue, parce qu'elle n'avait jamais été résolue, mais simplement implicite. On n'a plus estimé que c'était important de la résoudre. Et il blâme toute cette évolution de l'histoire de la philosophie. Il faut dire que Heidegger a découvert la philosophie, a commencé vraiment
à être passionné par la philosophie en lisant la dissertation d'un certain Franz Brentano, qui était un philosophe et psychologue du XIXe siècle, qui a été le professeur de Husserl. Donc la filiation, c'est Brentano, Husserl, Heidegger. Et Brentano, donc ça s'écrit comme ceci. Brentano avait écrit une dissertation qui s'appelait « Sur les multiples acceptions de l'être chez Aristote ». Donc c'est vraiment sur précisément cette question chez Aristote. Et Heidegger lit ça à l'âge de 18 ans et il est fasciné. Et donc de là vient tout son projet philosophique. Donc je ne vous parle pas, parce que ce n'est peut-être pas le moment, de la manière dont Aristote avait essayé justement de donner une certaine unité aux multiples significations de l'être, mais il avait essayé de le faire en tout cas. Après, bon, Heidegger évaluera assez longuement pourquoi c'est encore une proposition insatisfaisante et ce qui lui manque, et donc ce qu'il faut encore développer. Mais pourquoi est-ce qu'Heidegger alors consacre autant de temps? Parce que Sein und Zeit, sa première œuvre, c'est quasiment entièrement sur l'être du Dasein. Et le Dasein, c'est, comme je l'avais déjà explicité, littéralement être là, mais en réalité, au sens courant de l'allemand, c'est l'existence. Mais Heidegger en fait un concept qui lui est tout à fait propre, en l'utilisant pas comme l'existence en général, mais uniquement comme cet étant particulier qu'est l'être humain. Étant particulier, on va le voir, parce que c'est le seul qui se pose la question de l'être, justement. Donc le Dasein, c'est l'être humain en tant qu'il se pose la question de l'être, en tant qu'il n'est pas simplement un corps biologique. Ce n'est pas l'être humain dans ses fonctions biologiques, dont on pourrait dire, voilà, on le définit comme telle espèce animale qui a telle et telle fonction. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'on l'appelle Dasein, c'est au sens où, justement, il a une conscience qui interroge son propre être, et donc qui échappe à la définition. Et donc si on revient à la question de « y a-t-il une nature humaine, y a-t-il une essence de l'homme ?» Au sens biologique, oui. Au sens de l'espèce biologique, on peut parfaitement définir l'être humain par rapport aux autres animaux. Mais au sens où on entend le Dasein, ou la conscience, chez Sartre, il n'y a pas de définition. Parce que là, on atteint chez l'homme quelque chose qui échappe à la stricte définition naturelle, définition biologique. Donc, tant qu'on est chez Heidegger, on appelle ça Dasein. Bon, c'est la même chose que chez Sartre, on appelait la conscience. Et pourquoi donc il passe autant de temps à étudier ce Dasein? Eh bien, parce qu'il estime que c'est par lui que seulement qu'on peut entrer dans la question de l'être. C'est seulement par là qu'on va pouvoir aborder cette question. C'est le sens des textes qu'on va lire maintenant. Mais juste avant de les lire, pour ce qui est de la suite de l'œuvre de Heidegger, donc il a toujours dit, dès le début, il l'annonce très clairement, que ce qui l'intéresse principalement, ce n'est pas le Dasein. Lui, ce n'est pas l'objet direct de son enquête, c'est seulement un objet préliminaire, c'est seulement l'enquête préliminaire qui concerne le Dasein. Mais lui, ce à quoi il veut arriver, c'est à l'être. Et est-ce qu'il va y arriver? La question mérite d'être posée parce que les spécialistes parlent d'un tournant chez Heidegger, un tournant qui aurait eu lieu vers le milieu des années 30 et dont on voit les premières traces dans ses cours, avant même les premières publications, où il aurait renoncé à considérer que l'être peut être atteint, peut être appréhendé par la phénoménologie comme un phénomène. Et donc, il aurait refusé que l'être, finalement, nous soit révélé d'une manière ou d'une autre. Et donc, ce qui caractérise désormais l'être, c'est le retrait. Donc, on n'est plus seulement dans une dénonciation de l'oubli de l'être par la philosophie, oubli qu'on peut compenser en y revenant, mais on est en fait dans le retrait de l'être. L'être est précisément ce qui ne se donne pas, mais la condition de tout ce qui se donne. Mais il ne se donne pas, il est désormais totalement inaccessible. À partir de là, Heidegger cherchera à l'évoquer par d'autres moyens que la philosophie, en particulier ou presque exclusivement par la poésie. Et donc il va beaucoup plus se rapprocher des poètes et faire des études sur les poètes et sur ce que les poètes révèlent de l'être. Hölderlin par exemple, ou bien il sera ami et très proche de René Char.
Donc le second Heidegger est beaucoup plus dans la poésie et l'analyse poétique que dans la continuité de ses premières investigations philosophiques. Alors, est-ce que c'est un tournant ou pas? Il y a une controverse à ce propos. À mon avis, pas tellement, puisque dès le départ, il dit bien que ce qu'on peut, qu'on va essayer de saisir l'être des étangs, mais il ne prédétermine pas du tout ce qu'il va pouvoir trouver. Il dit simplement, c'est tellement difficile de l'aborder directement, cet être, qu'on doit passer par des moyens détournés. Toute son analytique du Dasein, c'est justement un long moyen détourné pour essayer d'aborder ça. Et par conséquent, c'est seulement tout au bout de cette investigation qu'il peut dire tout ceci nous révèle que l'être ne se donnera pas, ou qu'il se donnera uniquement par des évocations qui sont de l'ordre de l'ouverture à autre chose, de l'ordre de l'ouverture à quelque chose qui nous dépasse radicalement. Donc, par exemple, la poésie. Donc, vous voyez, je pense qu'on peut parfaitement l'interpréter en termes de continuité plutôt que de tournant. Bon. Enfin, nous, comme ce qui nous intéresse, c'est le Dasein, quand même, dans la lignée de Sartre, on va se concentrer sur Heidegger, et c'est principalement, sur Sein und Zeit, donc sur être et temps, et sur l'analytique du Dasein. Et donc, je vous invite à prendre le premier texte qui part donc de qui est un extrait du début de l'introduction de Heidegger et qui part donc de cet oubli de l'être dans la tradition philosophique, le fait que, étant donné son universalité, on considère que la signification de l'être est assez connue, assez évidente pour qu'on ne doive plus s'interroger dessus. Alors juste encore une toute petite remarque sur les traductions. Il existe 2 traductions de Sein und Zeit, 2 traductions complètes de l'œuvre, dont une seule est publiée chez Gallimard et l'autre circule sur Internet, mais est interdite de publication. Alors ça, c'est une histoire quand même qui est extraordinaire, parce que donc jusqu'en 1986, il n'y avait que des traductions partielles de Être et temps, ce qui est incroyable pour un livre qui a eu un tel retentissement, une telle influence, c'est assez incroyable. Il y avait des traductions partielles, dont celle dont Sartre a bénéficié à partir de 1938, mais qui était vraiment très partielle. Et puis il y en a une autre dans les années 60, déjà chez Gallimard. Et puis en 1986, Gallimard publie enfin la traduction complète par François Vezin et achète les droits pour 50 ans. C'est-à-dire que les droits de traduction sont possédés par Gallimard, qui ne permet donc à aucune autre traduction d'être commercialisée durant 50 ans à partir de 1986. Et voilà pourquoi. Alors, il y avait un autre auteur, un philosophe vraiment heideggerien, complètement tout à fait dans l'adhésion à cette philosophie, qui avait proposé une traduction en 1985, mais il n'avait pas eu le temps de la faire publier. Et donc, il a fait un tirage réduit à frais d'auteur pour faire circuler entre ses amis et connaissances. C'est Emmanuel Martineau, c'est quelqu'un de très indépendant et d'assez opposé à tout ce qui est institutionnel et mondain. Bon, c'est quelqu'un de très indépendant. Donc, il fait circuler ça dans son cercle restreint. Et puis, je ne sais pas à partir de quand. Bon, à ce moment-là, il n'y avait pas encore Internet. Je ne sais pas à partir de quand ça a commencé à circuler sur Internet. Mais on peut le trouver. On peut trouver cette traduction en PDF. Je ne vais pas dire que l'une est nécessairement meilleure que l'autre, je ne suis pas assez spécialiste pour juger, et puis si on se place simplement du point de vue de l'utilisateur, laquelle est la plus claire pour l'utilisateur qui découvre le texte, je dirais que parfois c'est l'une, parfois c'est l'autre. Et donc en fait vous aurez des extraits tantôt de l'une, tantôt de l'autre. Voilà. C'est extrêmement difficile de traduire Heidegger parce que il est tout le temps à inventer, à introduire des néologismes ou bien à introduire des nouvelles significations de noms courants. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il est extrêmement didactique. Donc, à tout moment, dès qu'il introduit un terme, il dit ce que ça veut dire. Il dit dans quel sens il l'entend. Il explique bien la nécessité de l'introduire à ce moment et pourquoi il a besoin de cette nouvelle signification. Donc ça, je dirais, on peut vraiment le suivre pas à pas et on n'a pas une impression d'étrangeté. Si on commence dès le début et qu'on suit pas à pas, on n'a pas d'impression d'étrangeté. Si, évidemment, on ouvre au milieu, alors on a l'impression qu'on ne lit pas du français, c'est sûr. Et c'est sûr que pour les lecteurs allemands, s'ils lisent l'allemand, c'est pareil, c'est tout à fait pareil. Bon, donc
ici, on commence par le début, et c'est assez clair au début. On dit « l'être est le concept le plus universel et le plus vide ». En tant que tel, il répugne à toute tentative de définition. Parce que ce qui est totalement universel ne peut pas être défini, c'est quelque chose qui a été montré logiquement par Aristote, c'est-à-dire que, mais vous pouvez le constater aussi simplement par la manière dont nous définissons n'importe quel objet, on définit toujours en plaçant ce qu'on a à définir dans l'ensemble le plus proche. C'est-à-dire, on définira une table peut-être par meuble ou ustensile, hein, en l'inscrivant dans ce genre meuble ou ustensile. On définira un animal par le genre animal, et puis on dira quelle est sa spécificité par rapport aux autres du même genre. Donc toujours, on doit d'abord inscrire l'objet qu'on veut définir dans la catégorie d'objets où il se trouve, hein, dans l'ensemble d'objets dont relève celui-là. Or, si quelque chose est totalement universel, donc est dans la totalité des choses, dans quoi est-ce qu'on peut l'inscrire? Voilà, ce au-delà de quoi il n'y a plus rien, hein, ce qui est la totalité, comment est-ce qu'on pourrait le définir à partir de son genre? Il n'y a pas de genre au-delà. Donc ça avait déjà été montré qu'il est impossible de définir l'être en tant qu'il est le tout, hein, en tant que c'est le tout de tous les étangs. Du reste, ce concept le plus universel, donc indéfinissable, n'a même pas besoin de définition, hein, c'est ce qu'on dit couramment. Chacun l'utilise constamment en comprenant très bien ce qu'il entend par là. Ça c'est clair, nous utilisons tout le temps le verbe et sans nous demander mais qu'est-ce que ça signifie, bien entendu. Du coup, ce qui en son retrait avait jeté et tenu dans l'inquiétude le philosophé antique est devenu une évidence, et alors excusez-moi pour la faute d'orthographe, elle était dans le texte, est devenue une évidence si aveuglante que quiconque persiste à s'en enquérir se voit reprocher une faute de méthode. Donc, le philosophé antique avait une inquiétude par rapport à ce verbe. Il y a vraiment eu une inquiétude, on s'est dit non, il faut clarifier les usages de ce verbe. Alors, certains d'entre vous savent bien que c'est un peu sous la poussée des sophistes qui jouaient avec le verbe, qui construisaient des sophismes, des faux raisonnements à partir des ambiguïtés du verbe être. Mais ce n'est pas la seule raison. Il y a aussi la raison que la forme la plus générale, hein, ça ne pouvait qu'intriguer Platon. Une forme qui inclut toutes les formes, une forme à laquelle participent toutes les formes, il faut vraiment, plus que n'importe laquelle, déterminer ce qu'elle signifie. Donc ils étaient inquiets, c'est-à-dire ils ont été préoccupés d'essayer de mettre en valeur ce sens. Bon, c'est devenu une évidence aveuglante. L'être n'est ni dérivable définitionnellement de concepts supérieurs, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il n'y a pas un genre supérieur par rapport auquel on puisse le spécifier, ni exposable à l'aide de concepts inférieurs, par exemple en faisant la somme. On pourrait faire la somme de ces usages, mais on n'aurait pas sa signification, justement, à moins de chercher ce qui unifie, c'est-à-dire ce qui rend raison de tous ces usages. Mais suit-il de là que l'être ne puisse plus poser de problème? Nullement. Tout ce qu'il est permis d'en conclure, c'est ceci: l'être n'est pas quelque chose comme de l'étang. Différence évidemment très importante. De l'étang, c'est quoi? Mais c'est tout ce qu'on peut prendre comme objet, y compris nous-mêmes en tant que nous avons une facticité, on peut nous prendre comme objet, tout ce qu'on peut prendre pour objet et le définir, lui donner des propriétés, l'investiguer, comprendre son fonctionnement, enfin voilà, tout ce qu'on peut saisir par la connaissance. Ça, c'est de l'étang. Sartre dirait du phénomène, hein, comme on l'a vu. Mais l'être, ce n'est pas ça. On ne peut pas le saisir comme ça. On ne peut pas le circonscrire dans une définition, hein, trouver sa signification. Par suite, le mode de détermination de l'étang, justifié dans certaines limites, donc la définition de la logique traditionnelle qui a elle-même ses fondations dans l'ontologie antique, donc le mode de détermination de l'étang, qui est justifié dans certaines limites, n'est pas applicable à l'être. L'indéfinissabilité de l'être ne dispense pas de la question de son sens, mais précisément, elle l'exige. C'est précisément parce que ce n'est pas du tout évident que c'est une investigation philosophique importante. Or, le questionnement, justement, le fait de se questionner sur cette signification est dirigé par ce qu'il cherche. Et c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir une certaine notion de ce qu'on cherche pour pouvoir le chercher. On a une certaine pré-notion
de ce verbe pour pouvoir se demander ce qu'il est. Hein, sinon, bon, on ne se pose pas de questions à propos de ce dont on n'a absolument aucune connaissance ou conscience. Donc c'est bien parce qu'on a déjà une entente de l'être. Alors entente ou compréhension, hein, on trouve les deux traductions, c'est bien, mais ce n'est pas une compréhension au sens scientifique du terme, on n'a pas du tout compris ce que c'était, mais on a une certaine entente. J'entends bien, hein, comme on dit, j'entends bien ce que tu veux dire. On sent d'une certaine manière ce que c'est, mais c'est une compréhension non scientifique, et Heidegger dira aussi préontologique, parce que faire une ontologie, c'est justement essayer de mettre à jour le sens de l'être et ses structures essentielles. Mais avant d'avoir entrepris cette investigation, on a déjà donc une forme d'entente, une forme de familiarité avec l'être qui est suffisante pour l'usage et qui donc est préontologique. Et ça, c'est... celui qui questionne, bien sûr, c'est l'étant humain, c'est le Dasein qui questionne, et il questionne d'abord l'être pour comprendre son propre être. Il se questionne lui-même, il essaie de comprendre ce qu'il est lui-même. Il se rend bien compte qu'il est autre chose que les objets. Hein. On retrouve cette expérience première qui est j'ai conscience d'être une conscience qui n'est pas les objets, qui n'est pas les phénomènes ou les étangs. Donc il s'interroge déjà sur son propre être, et donc interroger l'être, c'est toujours interroger l'être d'un étant, alors ici, ou bien de nous comme étant, ou bien des étangs extérieurs. Et donc on interroge l'étant pour qu'il réponde de son être. C'est-à-dire qu'on interroge l'étant pour qu'il nous révèle son être. Hein, pour qu'il nous révèle, alors son être, c'est son type d'être, son mode d'être. Quelle sorte d'être est-il, cet étant? C'est ça qu'on essaie de savoir. Donc je poursuis avec le deuxième texte. Mais s'il doit pouvoir révéler sans falsification les caractères de son être, il faut alors que de son côté, il soit d'abord devenu accessible tel qu'il est en lui-même. Donc l'étant interrogé doit se révéler tel qu'il est en lui-même. On reconnaît là la méthode phénoménologique que Heidegger revendique tout à fait. Hein. Il va faire une ontologie phénoménologique, c'est-à-dire qu'il va utiliser la méthode de laisser se manifester les choses telles qu'elles se manifestent, hein, les laisser se révéler telles qu'elles se révèlent. Du point de vue de son interrogé, la question de l'être exige l'obtention et la consolidation préalable du mode correct d'accès à l'étant. Donc il faut qu'on laisse se révéler comment on va avoir accès à l'étant. Seulement, nous appelons étant beaucoup de choses et dans beaucoup de sens. Étant, tout ce dont nous parlons, tout ce que nous visons, tout ce par rapport à quoi nous nous comportons de telle ou telle manière. Et encore, ce que nous sommes nous-mêmes et la manière dont nous le sommes, tout ça c'est de l'étant. L'être, maintenant, l'être, il est aussi partout. L'être se trouve dans le que et le quid. Alors c'est quoi le que et le quid? Ça reprend les expressions grecques. Là, je passe. Ça reprend les deux expressions grecques. Hoti esti et ti esti. Donc hoti esti, ce sont les deux questions dont Aristote disait qu'on pose à propos d'un objet qu'on veut connaître. Il faut d'abord se demander si il est. Hein, donc établir qu'il est. Hein. Hoti c'est que parce que c'est qu'il est. Il faut établir qu'il est, c'est-à-dire son existence. Ceci, c'est le jugement d'existence. Hein. Est-ce que cette chose existe vraiment? Et ensuite, on va se demander qu'est-ce que? Qu'est-ce qu'il est? Et dans les deux cas, cette question, elle utilise le « est ». Chaque fois, elle utilise le « est ». Donc, pour s'interroger sur l'existence d'une chose ou sur son essence, on utilise le « est ». Hein, c'est chaque fois qu'est-ce que c'est et est-ce que c'est. Donc l'être est dans le que et dans le quid, hein, c'est-à-dire dans le est-ce que c'est et dans le qu'est-ce que c'est. Dans la réalité, dans l'être sous la main, dans la subsistance, dans la validité,
dans l'être là, dans le il y a. Là, il y a de nouveau en cascade une série de concepts propres à lui. L'être sous la main, c'est en allemand Vorhandenheit. Vorhandenheit, donc bien sûr avec l'idée de main. Et alors, on ne traduit pas toujours par être sous la main, on trouve aussi la traduction être là devant. Être là devant, donc qui utilise plus le vor, hein, qui met plus l'accent sur le vor, c'est là devant nous. Et de fait, ce terme-là est souvent utilisé pour parler de l'attitude qui considère les temps pour l'investiguer. Donc, par exemple, dans la démarche scientifique, mais pas uniquement. Quand on veut poser un objet en face de soi pour regarder à quoi il va nous servir, de quel type de choses il s'agit, spontanément, on est dans la Vorhandenheit. On le considère comme un étang là-devant, ou comme sous la main, parce que c'est un objet qui est à notre disposition, pas nécessairement pour être utilisé, mais pour être saisi, compris, connu. Voilà, c'est un objet qui est à portée de notre connaissance. Et ça s'accompagne d'un terme tout à fait proche, qui ils font couple, c'est la Zuhandenheit. Alors si on traduit celui-ci par l'être sous la main, on traduira celui-ci par l'être à portée de la main. À portée de la main, un Zu, il est... Mais parfois on traduit celui-ci par sous la main et celui-là par être là devant. La différence entre les deux est assez mince. Mais celui-ci insiste davantage sur l'ustensilité, c'est-à-dire sur le fait que ce qu'on a à portée de la main, c'est pour s'en servir. C'est plutôt parce qu'on va s'en servir comme un instrument, un outil, un objet usuel. Voilà. Et donc, ce sont deux manières de considérer les étangs familières. L'étang dans la familiarité, c'est ça, ce sont des objets qui sont devant nous, qu'on peut saisir, comprendre, investiguer, ou dont on va se servir, voilà, qui nous sont utiles. Ce sont les manières les plus naturelles de se rapporter aux objets. Et c'est la manière, évidemment, la moins naturelle étant de se dire, mais quel est l'être de cet objet, donc c'est justement là le retrait phénoménologique. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore comme concept un peu bizarre ? La subsistance. Alors, subsistance dans l'histoire de la philosophie, c'est un mode d'être qui est persistant, ou qui persiste par lui-même, qui n'est pas, ou bien qui n'est pas temporaire, ou bien qui n'est pas simplement un attribut d'un autre étant. Donc, c'est un mode d'être, disons, plus... qui a peut-être plus d'être que les autres, ou qui a un être plus solide, plus persistant que les autres. Dans la validité ou la valeur, donc dans la valeur qu'on peut donner aux étangs. Et ensuite, on a l'être là avec entre crochets existence. Cette fois-ci, c'est le mot Dasein dans son sens courant. Donc, dans l'existence au sens courant, donc l'existence qu'on attribue aux choses couramment, ceci existe, ceci n'existe pas, là aussi, l'être se joue. Là aussi, on utilise le mot être pour le dire. Donc cette fois-ci, donc, on met être là avec entre parenthèses existence, ça veut dire au sens courant du Dasein. Et dans le il y a, quand on dit il y a quelque chose qui se passe, ou il y a du soleil, ou en fait tout le il y a, c'est toujours le soleil est, non ? Le soleil est là. Il y a toujours ce est qui se cache là aussi derrière cette expression. Sur quel étang le sens de l'être doit-il être déchiffré ? Dans quel étang la mise à découvert de l'être doit-elle prendre son départ ? Ce point de départ est-il arbitraire, ou bien un étang déterminé détient-il une primauté dans l'élaboration de la question de l'être ? Quel est cet étang exemplaire et en quel sens a-t-il une primauté ? En fait, on l'a déjà compris, c'est l'étang humain, bien sûr, qui va être privilégié dans cette recherche, puisque c'est lui qui se pose la question de l'être. Donc c'est ce que dit le troisième texte. Élaboration de la question de l'être veut donc dire rendre transparent un étang, celui qui questionne, en son être. Donc on va essayer de nous comprendre nous-mêmes en notre être. Quel est notre être pour qu'il puisse de cette manière être ouvert à l'être. En tant que mode d'être d'un étang, donc nous avons un mode d'être et nous sommes un étang.
donc en tant que mode d'être d'un étant, le questionné de cette question est lui-même essentiellement déterminé par ce qui est en question en lui, par l'être. Donc le fait même que nous questionnons est un effet de notre être. Ça révèle déjà notre être. Le fait même que nous questionnons, c'est déjà directement notre être. C'est orienté par notre être. Si nous n'étions pas ce type d'être, nous ne questionnerions pas, puisqu'il n'y en a aucun autre des étangs qui questionne. Donc ça dépend de notre être. Cet étant que nous sommes toujours nous-mêmes, et qui a entre autres la possibilité essentielle de questionner, nous le saisissons terminologiquement comme Dasein. Donc voilà comment il justifie que désormais il parlera du Dasein. La position expresse et transparente de la question du sens de l'être exige une explication préalable, on voit bien, ce n'est qu'un préalable, adéquate d'un étant, le Dasein, au point de vue de son être. Donc voilà bien l'introduction de l'analytique du Dasein. Donc ce Dasein, il est important de dire qu'en son être, il a une entente de l'être. Il a une entente de l'être en général et de son propre être. C'est-à-dire qu'il lui est nécessaire, en fonction de ce qu'il est, il lui est tout à fait nécessaire et naturel d'avoir une certaine entente de ce qu'il est. C'est la conscience de soi, c'est-à-dire nous avons une conscience de soi qui n'est pas exactement la même que les autres animaux. Nous avons une conscience de soi qui cherche à comprendre mieux ce que nous sommes, une conscience réflexive, comme on l'a vu. On n'a pas seulement la conscience non positionnelle par rapport à son objet, on a aussi une conscience réflexive qui s'interroge sur ce que nous sommes. Donc nous avons une entente spontanée, préontologique, de l'être en général et de l'être de nous-mêmes comme étant. Comment est-ce qu'on passe alors maintenant à une révélation phénoménologique de l'être? Comment est-ce qu'on va faire pour que l'être devienne lui-même un phénomène, c'est-à-dire puisse se montrer de lui-même, à partir de lui-même, comme il est lui-même? Comment est-ce qu'on va faire se montrer l'être à partir de cet étant privilégié qui est nous-mêmes? Alors on peut lire le 4e texte. L'être même, alors par rapport auquel le Dasein peut se comporter. Donc attention, ici, cet être même dont il s'agit, c'est le nôtre. C'est pas l'être en général, c'est l'être comme le nôtre. Donc l'être même qui est le nôtre, par rapport auquel le Dasein, alors le Dasein comme nous tout entier, comme étant tout entier, donc aussi comme corps, etc. Donc par rapport auquel le Dasein peut se comporter de telle ou telle manière, et vis-à-vis duquel il a toujours une certaine attitude, nous le nommons existence. Donc voilà une restriction du terme existence, et ici il utilise le terme tiré du latin, donc existenz en allemand, il dit existenz en allemand, donc il est obligé évidemment d'introduire un autre terme puisqu'il a déjà utilisé Dasein pour autre chose. Donc il l'appelle existence, l'être du Dasein. Donc le type d'être du Dasein, c'est l'existence. Autrement dit, tous les autres étangs, on ne va plus dire qu'ils existent. On ne va plus dire qu'ils existent, on va dire seul le Dasein existe. Seul existe l'étang qui se pose la question de son être. Tous les autres étangs, ils sont. Ils sont, mais ils n'existent pas. Et la raison pour laquelle il fait cette restriction, elle est expliquée plus tard, c'est parce qu'il va jouer aussi sur le mot, sur l'étymologie de exister, en séparant le ek du systé. Alors le ek en grec qui signifie hors de, et systé c'est plutôt le latin, c'est stare en latin, donc se trouver hors de, et il va l'utiliser quand il parlera de la temporalité, parce qu'il va dire que le Dasein est toujours en dehors de lui-même, parce qu'il est toujours projeté dans le futur. Et donc il est toujours hors de lui-même. Donc il utilise cette étymologie de exister pour dire que seul l'être qui se projette dans son projet justement, dans ce qu'il sera, seul lui existe, parce que seul lui sort de lui-même. Voilà. Seul lui sort de lui-même, donc à lui seul peut être réservé ce verbe, si on veut être correct étymologiquement. Je poursuis, je vais terminer le texte. Et comme la détermination de cet étant dans son essence ne peut s'accomplir en donnant de lui une définition
qui exprimerait sa réalité. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas donner une définition qui exprime sa réalité? Mais parce que ce serait la définition d'un être. L'être, on a vu, n'est pas un objet, n'est pas un phénomène. Il ne se donne pas comme un objet. Comme son essence repose bien plutôt en ce qu'il a chaque fois à être son être en tant que celui-ci n'est qu'à lui, c'est le terme Dasein, pure expression d'être, qui est choisi comme marque distinctive de cet étant. Alors vous reconnaissez l'expression « il a à être son être », on vient de la voir chez Sartre. Le Dasein aussi a à être son être, il n'a pas un être fixe, il n'a pas une essence déterminée d'où ensuite se déduira son existence. C'est son existence qui, là aussi, va créer son essence. Bon, on voit bien l'origine des concepts sartriens. Mais il dit, il a à être son être en tant que celui-ci n'est qu'à lui. Et là, Heidegger aussi individualise la question de l'être, parce qu'en fait, chaque Dasein, individuellement, a à être son propre être. Et celui de chacun sera différent. Il n'y a pas un être de l'être humain, il y en a autant qu'il y a d'individus. Donc chaque individu a à être lui-même. Il a à trouver son propre être. Donc on retrouve tout à fait, effectivement, la préoccupation qu'on vient de voir chez Sartre, cette nécessité pour chacun de déterminer par soi-même la vie qu'il veut avoir, de déterminer son existence. Mais ce mode d'existence, si on peut indiquer, si ces deux auteurs peuvent indiquer quand même une certaine préférence pour certains choix, Sartre dira que, évidemment, il privilégie ceux qui assument leur liberté, et Heidegger fera de même, bien sûr, mais en plus, Heidegger ajoute que ce qu'il privilégie, c'est le Dasein qui assume son ouverture à l'être, c'est-à-dire qui accepte de vivre selon cette ouverture. Donc de ne plus voir du tout l'être simplement comme ce qui fait qu'il y a des étangs, et que ces étangs, on vit dedans, on vit parmi eux, ils nous sont plus ou moins bons, ils sont plus ou moins utiles, et puis c'est tout, on ne dépasse pas ce stade-là, ordinairement. Donc là, le choix de vie philosophique que prône Heidegger, mais qui est, je dis philosophique, mais elle a à portée de chacun, ce n'est pas un choix théorique, c'est un choix pratique, c'est se rendre ouvert à l'être. Et alors, juste pour faire une petite digression qui peut-être vous éclairera par rapport à certains philosophes contemporains qui se réclament de l'attitude heideggerienne, en fait, il y a toute une critique du mode de vie technique chez Heidegger, toute une critique du mode de vie qui réifie complètement les étangs et qui ne les considère plus justement que comme des choses utiles pour nous. Et qui refuse donc de voir autre chose dans l'être des étangs que ce qui nous est directement utile. Toute cette manière de se rapporter au monde comme entièrement à notre disposition, à la fois à la disposition d'un connaître qui est très objectivant, d'une détermination qui est une maîtrise cognitive, et à la fois la maîtrise technique utilitaire, tout ça est dénoncé comme attitude par Heidegger, et donc comme attitude de toute sa société, de toute la société de son époque, et qui est encore, peut-être de manière encore plus virulente, celle de la nôtre. Et donc beaucoup de penseurs actuels qui dénoncent aussi cette volonté de maîtrise du monde, et qui est la tendance de notre société, et cette volonté de ne considérer les choses que dans leur utilité, ils remontent d'une certaine manière à Heidegger, ils s'inscrivent d'une certaine manière dans toute ce reproche qu'il a appelé, qu'il a surtout développé dans sa seconde période, et qu'il a appelé notamment l'arraisonnement de l'être. Arraisonner, donc c'est immobiliser, mais en même temps il y a un jeu de mots sur raison, parce qu'il y a toute une dénonciation de ce type de raison instrumentale qui est devenue, pour ainsi dire, la seule raison de notre société. Donc voilà, alors toute cette critique est parfois plus ou moins explicitement retrouvée. Alors encore un tout petit mot, et puis le reste on le poursuivra la semaine prochaine. Pardon, c'est la suite, je vais juste terminer le quatrième texte. Le Dasein s'entend soi-même toujours à partir de son existence. Donc,
ça c'est comme chez Sartre. On ne peut savoir ce qu'on est que par ce qu'on fait. Le vécu, c'est le vécu qui détermine ce qu'on est. C'est l'existence en tant que la vie qu'on vit, qu'on mène effectivement, les activités qu'on développe effectivement. C'est ça qui est nous. Donc il s'entend lui-même à partir de son existence. Une possibilité de soi-même. Son existence est une possibilité parmi d'autres possibilités. Possibilité d'être soi-même ou de ne pas l'être. Alors ici, on voit de nouveau un choix qui est un choix d'authenticité ou d'inauthenticité. Il y a des choix d'existence qui correspondent à l'être que nous sommes. Alors bien sûr, on retrouve le choix de la liberté. On retrouve le choix d'avoir compris ce que nous sommes profondément et de vivre en fonction de ça, en cohérence avec cet être qui est celui de notre conscience. Ou de ne pas l'être, là aussi c'est un choix, le choix de refuser, exactement comme on l'a vu sous de multiples formes chez Sartre, le choix de refuser d'être cet être qui n'est pas déterminé, le choix de se donner une détermination pour échapper à l'indétermination qui est notre essence. Donc tout ça on le retrouve ici. Ces possibilités, ou bien le Dasein les a choisies lui-même, ou bien il y est tombé, ou bien il a chaque fois déjà grandi en elle. Il y a toute une prise en compte ici du fait que bien sûr un individu n'arrive pas dans rien, il arrive dans un milieu qui est socialement, culturellement riche, qui lui donne déjà toute une série de déterminations, qui lui ouvre des voies et en ferme d'autres. Et donc évidemment il va y avoir toute une critique de ce milieu au sens où, du fait que ce milieu préoriente les choix et en interdit certains, interdit d'en envisager certains. Donc il faut d'une certaine manière se battre contre sa propre culture pour se trouver soi-même. Et là, vous allez retrouver quelqu'un, non? Qui se bat contre sa propre culture pour se trouver soi-même. Bon, on va voir plusieurs fois des proximités dans les prochains textes de Heidegger avec Nietzsche. On va le voir. Se prendre en main ou négliger de le faire, ces manières d'exister, il appartient chaque fois au Dasein et à lui seul d'en décider. La question de l'existence ne se clarifie jamais qu'en en passant par l'exister lui-même. L'entente de soi-même, qui en ce cas montre la voie, nous l'appelons l'entente existentielle. L'entente de soi-même, donc en fait, cette espèce de compréhension vague que nous avons de nous-mêmes, pas encore bien réfléchie, que nous avons de nous-mêmes, elle montre la voie, elle ouvre la voie au moment où nous avons des choix de vie à faire. Au moment où nous avons des choix de vie, ça joue de ce... est-ce que nous entendons nous-mêmes suffisamment pour nous dire nous sommes dans notre être parfaitement libres de choisir n'importe laquelle des possibilités ou pas. Donc l'entente de soi-même ouvre la voie. Et nous l'appelons l'entente existentielle. Entente existentielle, donc entente de sa propre existence, se distingue de l'entente existentielle. Et alors on va avoir souvent des couples en elle et al, qui distinguent deux niveaux, donc existentiel. Ça c'est aussi bien en allemand qu'en français, on a cette même distinction. Une entente existentielle, ce sera celle qui sera passée par l'ontologie. Donc ce sera celle qui sera arrivée à saisir le type d'existence que nous sommes. Et à ce moment-là, quand on se situe au niveau de l'enquête ontologique elle-même, donc non plus au niveau des comportements que le Dasein prend dans sa vie courante, et dont on peut avoir une certaine entente, donc non plus à ce niveau-là, mais quand on se place vraiment au niveau de l'être de cet étant, et qu'on en fait une analyse ontologique, alors on en aura une entente existentielle, c'est-à-dire on pourra saisir cette existence dans son être, dans ce qu'elle est vraiment, et non plus seulement dans l'existence concrète où elle s'exprime. Donc cette différence de deux niveaux, on va la retrouver notamment à propos de la temporalité, et je pense qu'avec plusieurs exemples, ça finira par devenir un peu plus familier. Pour le moment, voilà, c'est beaucoup de concepts qui viennent d'un seul coup, mais on aura l'occasion de confirmer la distinction chaque fois des deux termes. Donc simplement,
le Dasein va simplement essayer donc, pour passer à ce niveau existentiel, pour passer au niveau de l'analyse ontologique, il va essayer de se connaître en lui-même, à partir de lui-même, et pour cette raison, il va s'observer dans les attitudes qu'il a le plus souvent. Donc voilà comment on va avoir une analyse en fait des comportements quotidiens. On va avoir une véritable analyse du quotidien chez Heidegger, et ça, pour ça, je vous renvoie à la semaine prochaine. Allez-y, oui. En vous écoutant, je me posais la question pourquoi à l'apprentissage vous utilisez souvent entente et pas intuition, par exemple. Ah oui. La deuxième chose, c'est par rapport à ce qu'on trouve plus aujourd'hui, mais qu'on a trouvé avant dans les sciences, c'est-à-dire l'opposé du scientisme et de la scientificité. Enfin, je veux dire, si c'est la même chose, quoi. Oui. Cette opposition. Oui. D'abord, Heidegger n'utilise pas le mot intuition, alors que, bon, il le connaît très très bien. Il a travaillé avec Husserl, Sein und Zeit est même dédié à Husserl, mais simplement, il ne se situe pas exactement dans la même perspective. L'intuition, alors on l'avait vu donc chez Husserl, mais encore chez Sartre, c'est un terme très très large qui signifie en fait toutes les images mentales qu'on peut avoir, toutes les données mentales qui peuvent nous arriver à partir des phénomènes. Donc c'est aussi bien des perceptions, des imaginations, des pensées, tout ça c'est de l'intuition. C'est tout ce que Descartes appelait idée, hein, tout ce qui fait qu'on le cogite, hein, tous les objets du cogito. Donc ça ne pouvait pas convenir pour ce que Heidegger veut dire ici, puisque cette entente, c'est une... Alors ça ressemble plus à intuition au sens courant du terme. Au sens voilà, banal du terme, on dit je sens quelque chose que je ne peux pas vraiment saisir parfaitement ou définir, je sens vaguement quelque chose, j'ai une intuition. Donc dans ce sens courant, ça y ressemble. Mais lui préfère utiliser un terme qui veut dire au fond une vague compréhension, quoi, une vague compréhension. Voilà. Alors la deuxième question, effectivement, il y a eu... On rapporte beaucoup à Heidegger une critique du scientisme, mais il faut voir que lui-même, en tout cas dans Sein und Zeit, se situe par rapport aux sciences d'une manière qui n'est pas du tout péjorative. C'est-à-dire qu'il estime que la science s'occupe de l'étant et qu'elle le fait très bien, mais qu'elle assume, sans s'interroger dessus, des fondements ontologiques qui dépendent en fait, qui ne dépendent pas d'elle-même, dont elle n'a pas toujours conscience, qui dépendent de son époque en fait. C'est-à-dire qu'elle prend l'être de ces objets comme donné, hein, comme évident, comme donné en fait par la culture ou le niveau de connaissance de l'époque. Donc la science, elle bâtit à partir de déterminations ontologiques qu'elle n'établit pas elle-même. Mais ensuite, tout ce qu'elle bâtit à propos de l'étant, il n'a rien contre. Il s'y oppose absolument. Enfin, il ne le juge pas comme ni comme nuisible, ni comme inutile, pas du tout. Mais c'est ça qui est important, c'est qu'il montre qu'elle est ignorante de ses propres fondements ontologiques. Alors c'est mieux quand elle s'en rend compte, mais la plupart du temps, elle ne s'en rend pas compte. Et si jamais elle s'en rend compte, alors il faut qu'elle aille chercher dans la philosophie, c'est-à-dire dans l'ontologie, hein, il faut qu'elle aille chercher dans l'ontologie un éclaircissement du statut de ses propres objets. C'est évident pour le statut des objets mathématiques, hein, parce que ceux-là, ils ne sont pas du tout évidents. Quel est le statut des objets mathématiques? Est-ce qu'ils existent? Est-ce que quand un mathématicien établit un théorème, est-ce que c'est une invention ou une découverte? Je veux dire, est-ce qu'il a toujours déjà été là, ce théorème, mais il fallait que quelqu'un le formule? Ou bien est-ce que, non, c'est une vraie invention? Mais si c'est une vraie invention, alors ça ne parle pas des choses réelles, ce n'est pas une vraie propriété des choses. Ah ben si, c'est une vraie propriété des choses. Donc, ce statut vraiment difficile à cerner des objets mathématiques, voilà, il faut se demander quel est leur être. Mais le mathématicien n'a pas besoin de se le demander pour développer ces théorèmes. Il peut développer tout ce qu'il veut sans jamais se demander, mais au fond, de quoi je parle.
Il peut partir d'axiomes, et c'est pour ça aussi qu'il peut faire des mathématiques qui prennent comme axiome des espaces à une infinité de dimensions, ou des choses comme ça, enfin, dont on sait très bien que ça n'existe pas. Voilà. Donc, oui, voilà au fond tout simplement le rapport de la philosophie à la science, qui est un rapport en quelque sorte de coopération, de complémentarité, et pas du tout d'exclusion. C'est important de le souligner parce que souvent on croit qu'il était très critique des sciences, mais ce n'est pas le cas. Il est très critique par contre du mode de vie technologique, ce qui est autre chose. Alors évidemment, quand la science n'est plus qu'au service de la technologie, là, peut-être que c'est elle qui dérape par rapport à son propre, par rapport à sa propre mission. C'est autre chose. Oui. Je voulais me rapprocher de ce que tu viens de dire par une citation, je ne sais plus qui professeur qui disait que la science, c'est la faculté de saisir le hasard et de l'interpréter. Donc rien n'est défini. Rien n'est défini, et c'est cette capacité qu'ils ont, soit par, comment dirais-je, en le rattachant à des études préalables, ou en le rattachant à des correspondances, ou la faculté d'interpréter le hasard. C'est assez complexe, parce que ça se rapproche forcément à quelque chose. Oui, il me semble, quoi. Je suppose, je ne connais pas la citation, mais je suppose que elle entend, dans cette citation, on entend hasard au sens de contingence, c'est-à-dire qu'on saisit un univers contingent qui n'a aucune nécessité et on l'interprète, c'est-à-dire qu'on étudie des cohérences évidemment entre le fonctionnement de ces divers composants, mais il n'y a aucune nécessité globalement à cet univers. Voilà, il nous arrive fortuitement comme ça. C'est la facticité, il y a une facticité aussi de l'univers, il est comme il est, et puis alors tout ce qu'on peut faire c'est l'étudier comme il est. Mais enfin, je suppose que c'est ça. Je me suis toujours posé la question effectivement de savoir comment et à quoi le rapprocher. Alors du coup, effectivement, ça confirme aussi que le scientifique se contente de dire, bon, voilà, je prends l'univers tel qu'elle est, je ne m'interroge pas justement sur son être, sur pourquoi est-ce qu'il est tel qu'il est, est-ce qu'il pourrait être autre. Ça, c'est vraiment des questions philosophiques, comme Leibniz qui pensait à tous les univers possibles, tous les autres univers possibles, ou bien comme la question pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien, pourquoi est-ce qu'il y a cet univers. Ça c'est pas le domaine du scientifique, effectivement. Enfin, il peut bien entendu avoir envie, mais donc s'il a envie d'investiguer ça, ces questions-là, il fait de l'ontologie désormais, ou de la philosophie, il ne fait plus de la science stricte, au sens strict. Bon, je suppose que c'est ça. Enfin, dans le même ordre d'idée, alors, j'ai entendu dire une définition que l'art c'est le percevant et la science l'étend. Ça contredit un peu alors. L'art c'est le percevant. Oui, c'est-à-dire c'est l'essence, on perçoit l'art par l'essence et la science par l'étang. Oui, ce qui est mystérieux, c'est que l'art est mis en position de ce qui perçoit et non... Enfin, oui, ce qui perçoit, oui c'est ça, c'est ce qui perçoit le monde. Alors la science c'est l'étang. La science a pour objet l'étang. Elle n'est pas très symétrique la phrase, je ne sais pas. Ouais, non, dans un contexte. Alors c'est sûr qu'on peut dire que l'art a aussi peut avoir un accès privilégié à l'étang parce qu'elle ne cherche pas à le déterminer ni comme Vorhandenheit ni comme Zuhandenheit. L'art est aussi une autre manière de recevoir ce qui se donne à nous, qui ne rabat pas l'objet sur quelque chose qu'on veut maîtriser, connaître ou utiliser. C'est un mode d'ouverture qui est beaucoup plus... alors, sensible, oui, mais le savant aussi, il utilise tous ses sens. Donc, ça ne suffit pas, mais plus sans prédétermination. C'est-à-dire qu'on s'imprègne des choses telles qu'elles nous viennent. Peut-être que ça s'adresse plus à l'émotion, peut-être que c'est plus à la sensibilité au sens de l'émotion, mais on n'essaye pas, on n'a pas pour but dans l'art de les déterminer. Voilà, ce qui est le but de la science. L'auteur de la citation, c'est le professeur Bernard.
Ah oui. Ça me revient à la tête. Mais oui. Voilà, mais je suppose, je ne sais pas s'il confirmerait que c'est cette interprétation-là qui de sa citation. J'ai changé d'avis. C'est ce côté hasard qui... Oui, vas-y. Est-ce que le questionnement de Heidegger entre l'être et l'état ne réconcilie-t-il pas à ce moment-là les deux philosophes de l'Antiquité, Héraclite et Parménide? Je rappelle simplement, Héraclite disait que tout est mouvement et Parménide disait que l'être est et le non-être n'est pas. Et en même temps, il dit aussi l'être égale pensée. Et à ce moment-là, le questionnement de Heidegger, ceux qui cherchent dans l'être qui se dérobe à mes yeux tout le temps, donc c'est une recherche par défaut, on ne pourra pas l'appréhender, et en même temps, est-ce que ce n'est pas une recherche d'adéquation, dans le sens qu'on va chercher, je reprends un peu, la question du sens de l'être exige une explication préalable adéquate d'un état par rapport au point de vue de son être. Moi je le comprends par rapport à son être. Alors pour le début de ton intervention, alors c'est tout à fait clair que Heidegger, il a étudié vraiment longuement et en détail la philosophie de Héraclite et de Parménide, alors pas tellement pour les opposer, mais pour montrer que dans les deux cas, il y a une mise en évidence de l'être de l'étant. Dans les deux cas, d'une manière tout à fait différente. Maintenant, donc ça c'est encore une fois dans les études de sa deuxième période, plutôt des années 50, si j'ai bonne souvenance, et il faut dire que Heidegger, il connaît très très bien le grec, et il fait une étude systématiquement étymologique des philosophes grecs. Donc il a une manière de les interpréter qui est très très personnelle, très particulière, et qui est déroutante pour les historiens de la philosophie de l'Antiquité, parce qu'il arrive à leur faire dire tout autre chose que ce qu'on lit quand on lit le texte normalement. Mais en fait, simplement, au lieu de les opposer, il va plutôt les réconcilier en montrant comment, à cette époque-là, on n'avait pas séparé l'être de l'étant. C'est-à-dire qu'on pensait l'être dans les étangs. Et c'est vrai chez Héraclite aussi, parce que même quand Héraclite dit que tout est constamment en mouvement, il y a là quelque chose comme une règle du monde. Il y a là comme une nécessité de l'univers, qui est la nécessité du mouvement. Et en plus, quand il dit qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, et il dit tout de même le même fleuve. Donc là, en même temps que les eaux sont toujours renouvelées, le fleuve est toujours le même. Donc il y a un jeu entre l'identité et la différence, entre le temporaire et le stable. Et donc tout ça est très bien mis en évidence. Mais bon, il faut aller le lire, il ne faut pas hésiter à aller le lire. C'est un philosophe qui, encore une fois, qui est vraiment pédagogique. Il avance pas à pas. Alors évidemment, on peut ne pas adhérer à son système d'interprétation. Alors, moi personnellement, j'y adhère vraiment pas, quoi. Je trouve que ce qu'il dit de Parménide est complètement bizarre, mais je pense qu'on peut entrer dedans, qu'on peut vraiment l'accompagner. Et ce qui salue, c'est bien ce que tu dis. Enfin, je veux dire, c'est que là, il y a une appréhension de l'être par ces philosophes. Bon, après c'est discutable. Est-ce que Parménide n'a pas été plutôt un super logicien? On pourrait soutenir aussi bien ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Oui, en partie, oui. Mais c'était dans le mouvement c'était dans le... je dirais l'expérience, c'est pas l'expérience, mais c'est dans la recherche, dans la quête de l'être dans l'état. Est-ce que Héraclite, à ce moment-là, quand il dit que tout est mouvement, est-ce que l'être n'est pas tout le temps dans le mouvement, et c'est ce pourquoi on ne peut pas le saisir? Ah oui, d'accord. On ne peut le saisir que quand on va saisir les états, les multiplications des états. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est dans ce sens-là, et il réconcilie peut-être aussi, je veux dire, les deux philosophes de l'Antiquité, dans le sens que on ne peut saisir l'être
que si on est un être pensant, donc c'est être égale pensée. C'est là que je faisais le parallèle, le rapprochement entre la pensée énergétique et celle de... Mais c'est pour ça que Heidegger a écrit « Qu'appelle-t-on pensée ?» Il consacre tout un traité à « Qu'appelle-t-on pensée ?» pour justement montrer que la pensée, au sens de Parménide, n'est pas une pensée objectivante, n'est pas la pensée qui saisit un étant et le détermine, mais que c'est... Alors il le ramène justement à penser. Penser, c'est penser qu'il y a, ou qu'il y a la donation par l'être. Et donc en fait, il donne un sens à penser qui est tout autre que ce qu'on entend habituellement. Donc c'est vrai que l'être est ce qui peut être pensé, il va rechercher ça chez Parménide, mais en même temps en donnant un sens à penser tellement différent que, en quelque sorte, il l'adapte à cette dérobation, à cette dérobade de l'être, il l'adapte. Et donc en fait, penser l'être, c'est penser il y a de la donation. C'est pas déterminer ce que c'est, justement, que cette origine. Et d'autre part, est-ce que l'être est inaccessible parce qu'il serait toujours en mouvement? Ça, il ne dirait pas, parce que tout de même, ce qui est en mouvement, c'est l'étang. Ce qui est en mouvement, c'est l'étang. Et si on veut chercher l'être de l'étang, l'être, c'est toujours... alors, ou bien c'est la notion, donc c'est la notion générale ou l'essence générale de quelque chose, donc on pourrait dire c'est l'essence du mouvement à ce moment-là, mais l'essence du mouvement, on peut la saisir. Ou bien c'est l'être dans le sens donc, où il va le définir progressivement de plus en plus comme la donation elle-même. Et donc c'est jamais un étang, et c'est jamais un mouvement, c'est jamais en mouvement. Donc là on ne pourra pas dire que c'est pour ça qu'il est inaccessible, en tout cas. Oui. Une différence entre l'introspection et le fait de se dire, ce que vous avez dit concernant le cruel, de se dire à soi-même, je sais que je suis cruel. La différence entre l'introspection, oui, et le fait de se dire... Oui, ce que vous avez cité un exemple, le cruel. Ah oui. C'est naturel, il se dit, je suis cruel. Oui. Regarde, il se dit, je suis cruel. Oui. On revient à Sartre, là, à la question de la mauvaise foi, et notamment dans l'aveu. L'introspection peut être effectivement une méthode, c'est une méthode de retour sur soi, et qui permet effectivement de savoir ce que l'on est, mais au sens des qualités de l'étant. En tant qu'étant, qu'est-ce qu'on a comme qualité? Parce que toutes ces qualités qu'on peut avouer, ces qualités, ces défauts, ces attitudes, ces comportements qu'on peut avouer, c'est des comportements de nous comme étant, comme nous sommes des étants. Mais ça, donc ça peut se révéler effectivement dans l'introspection. Et là où il y a mauvaise foi, c'est quand l'introspection permet de découvrir quelque chose sur soi-même qui est en même temps aussitôt occulté. Donc c'est quand il y a négation, en fait, de ce que l'introspection peut avoir révélé. Donc c'est pas contradictoire, ça va ensemble. Vous pensez qu'il l'a fait pour lui-même? Sartre. Mais c'est tellement... Oui, c'est très tentant, effectivement, de se dire qu'avec ce type de philosophie, il peut avoir vécu n'importe quelle vie. C'est-à-dire que, justement, puisque c'est une philosophie qui exige qu'on se reconnaisse comme liberté. Sartre s'est vécu comme liberté. Ça ne me paraît pas du tout difficile à établir. Il s'est vécu lui-même comme jouant des rôles. Il s'est vécu donc comme... Il a compris à quel point il avait été de mauvaise foi. Je pense qu'il était très lucide sur précisément ce qu'il pouvait être dans ses comportements quotidiens et qu'il pouvait parfaitement l'assumer en tant qu'étant libre. Donc, c'est pas une philosophie qui débouche très directement sur une morale très contraignante. Donc, je pense que ça devait bien l'arranger. L'impératif moral, c'est sois toi-même, sois libre,
Et puis après, bon, c'est vrai qu'il y avait toutes ces notions, cette notion quand même de responsabilité vis-à-vis des autres. Et donc, au fond, c'est surtout l'engagement politique de Sartre qui l'a fait se mettre quand même dans certaines limites. Sa morale vient de sa politique, voilà. Alors que pour d'autres, ça peut être l'inverse. Mais lui, sa morale vient de sa politique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il reconnaît qu'est souhaitable un certain type de relation entre les gens, bah forcément, alors à ce moment-là, il va agir en conséquence. Hein. Il se reconnaît responsable de ce qui va se passer dans les relations et donc dans le vivre ensemble. Voilà. Oui. Heidegger, alors, en tant qu'être et en tant qu'étant, tu dérives un peu dans la réponse en citant Sartre, c'est beaucoup plus facile. Mais Heidegger aussi s'est senti dans une immense liberté. Comment tu peux expliquer ça? Parce que cette liberté l'a amené très loin. Alors ça, la semaine prochaine, je vais évoquer la théorie de l'histoire de Heidegger, qui est très importante pour comprendre son attitude pendant le nazisme et son antisémitisme. Parce qu'en fait, il a un antisémitisme qui est tout à fait lié à sa conception de l'histoire. Et donc, je vais introduire ça par sa conception de l'histoire. Et enfin, pour anticiper juste, pour pouvoir répondre, il accorde une importance assez considérable quand même à ce qui nous fait, ce qui historiquement nous fait, ce qui culturellement nous fait. Et lui, il se sentait très fort appartenir à la culture allemande dans tout ce qu'elle avait de positif. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui est assez nationaliste par goût de la culture. Alors, il pense et il n'a sans doute pas tout à fait tort, que c'est en Allemagne que se joue le plus important de la philosophie. Parce que seuls les philosophes allemands tiennent compte de la Grèce. Seuls les philosophes allemands connaissent tout à fait bien les philosophes grecs et en tirent tout l'enseignement qu'il faut en tirer, tout ce qui est important pour pouvoir aller plus loin. Donc, enfin, si on passe en revue tous les grands philosophes de l'époque contemporaine, combien ne sont pas allemands, hein, et combien sont... Enfin, c'est vrai qu'à quel point l'importance, la grandeur des philosophes allemands est liée au fait à leur manière de reprendre les problématiques de la philosophie. En ayant conscience, enfin bon, alors là, je prêche un peu pour ma chapelle, mais enfin, la philosophie grecque... si on a bien compris les problématiques qu'elle posait, on va plus loin que si on les ignore, voilà, je pense. Donc, enfin, tout ça pour dire que lui se sentait vraiment héritier de toute une culture allemande, donc pas seulement alors philosophique, mais surtout philosophique, mais alors aussi culturelle au sens plus large, qui faisait qu'il pensait qu'il avait un destin du peuple allemand, et qu'il faisait partie de ce destin. Bon. Alors une fois qu'on fixe tout le monde dans un destin, on voit bien le problème que ça génère, de fixer les gens dans le destin d'un peuple. Et en même temps, c'est contradictoire avec le développement de le Dasein qui a à être lui-même, ce qui est propre à lui-même, etc. Voilà. Et donc il faut comprendre la composante entre ce dont on hérite historiquement, donc ce que la tradition fait de nous, et puis le choix qu'on pose individuellement. Ce n'est pas, heureusement, je veux dire, il se tromperait aussi tout à fait s'il disait que quelqu'un peut se débarrasser complètement de ce qu'il a produit, hein, de la culture, de la tradition qu'il a fait ce qu'il est. On peut évidemment l'analyser, etc. Bon, mais donc on aura l'occasion d'y revenir plus précisément à la manière dont il pense qu'on peut se rapporter à sa tradition. Oui, mais on ne peut pas s'en défaire tout à fait. Ça me fait rigoler de dire Heidegger, c'est une critique de la science et une critique de l'industrialisation et tout. Il y a Anders qui en Allemagne a critiqué exactement pareil, qui vient de la même culture, qui fait une critique très radicale de la science, entre autres de la bombe atomique et tout ça. Et lui, il est passé totalement sous silence, et pourtant il vient des mêmes écoles de philosophie et tout, ça a été son élève. Et tandis qu'Heidegger est porté au nu, soi-disant sa critique de l'industrialisation. Mais je veux dire, il a quand même participé en tant qu'être, que ce soit dans sa culture, tu l'expliques comme tu veux,
à l'industrialisation de la mort dans les camps d'extermination quand même. Il a quand même justifié de par ses théories. Non, non, ça c'est faux, pardon, mais là il ne faut pas exagérer, non, ça c'est faux. Il n'a rien justifié et il a en fait. Enfin, tu vois, je dis que je vais le reporter la semaine prochaine parce que j'ai envie d'introduire d'abord une série de choses qui. Mais Heidegger n'a jamais approuvé l'industrialisation que fait l'Allemagne nazie et il n'a certainement pas approuvé le génocide, absolument pas. Donc ça, on ne peut pas dire. Son antisémitisme est d'un autre ordre et c'est pour ça que je pense que c'est important de bien le comprendre. Mais voilà, il faut un certain temps. Et sinon, alors, on ne néglige pas Günther Anders, c'est un auteur qui a de l'influence. Et quand je disais tout à l'heure, il y a des gens qui se mettent dans l'héritage heideggerien pour dénoncer la technique, je pensais notamment aux travaux de Anders et d'autres qui s'inscrivent dans ce sillage. Et ce n'est pas la critique de la technique par Heidegger qui fait qu'il est éminent. Ce qui fait qu'il est éminent, c'est ce qu'il a établi, c'est son ontologie. C'est ça qui fait qu'il est éminent, et ça, Anders n'a pas fait. Anders en est l'héritier, et il poursuit disons, une dénonciation qui est beaucoup plus une dénonciation pratique, une dénonciation contre la société dans laquelle il est, mais il ne poursuit pas l'ontologie heideggerienne. Donc il faut voir aussi à quel niveau l'héritage est transmis. Et pour finir, Heidegger n'est pas critique de la science, donc voilà. Donc c'est pas sur ce plan-là que Heidegger est mis en avant, c'est pas pour ça. Mais simplement, bon, c'est lié à sa philosophie, c'est une conséquence de sa philosophie. Oui, je me posais la question aussi de savoir les liens de la philosophie allemande, et en tout cas heideggerienne, avec la philologie, qui est une discipline qu'on étudie beaucoup moins en langue française, enfin en français ou en France, même maintenant, alors que l'Allemagne continue à faire valoir cette discipline, et notamment dans l'usage qu'elle fait des mots. Je veux dire, on a l'impression vraiment d'une, je ne peux pas dire d'une communion, mais entre ce que vous avez exposé de Heidegger, quelque chose qui est naturel, c'est-à-dire l'usage de la langue, la création des néologismes, etc., etc. C'est quelque chose qui est constant et qui est étudié en philologie, et ce que nous, on étudie beaucoup moins, en tout cas par rapport à la langue. Et oui. Je pense que la philosophie allemande, elle tire sa richesse justement de cette capacité de la langue allemande. Effectivement, le développement de la philologie classique, donc de l'étude des langues anciennes, pas seulement grec et latin, d'ailleurs aussi hébreu, aussi sanskrit, etc. Donc tout ça, ça a été particulièrement poussé, particulièrement approfondi en Allemagne, surtout au XIXe siècle. Il y a eu toutes les grandes éditions des auteurs classiques, ce sont les Allemands qui les ont faites. Et donc, effectivement, ils avaient un intérêt tout à fait particulier pour les autres civilisations. Ce que d'ailleurs certains leur ont reproché, aussi bien Nietzsche que Heidegger déplorent que l'Allemagne n'est plus finalement que intéressée par les autres cultures et ne s'intéresse plus à sa culture propre, ce qui est quand même un comble. Mais c'est vrai que ça a fait partie de l'enrichissement de sa propre culture d'aller s'enquérir autant du passé des civilisations anciennes. Et la philologie en fait partie. Alors, d'autre part, la philologie permet effectivement cette aisance qu'on a avec la langue, cette possibilité de décomposer les mots en leurs composants étymologiques, cette possibilité donc de jouer à partir de la composition des mots. Et l'allemand se prête très bien à ça, mieux que le français. Le grec s'y prêtait très bien aussi, donc il y a une affinité structurelle en fait entre ces deux langues. Et on comprend bien que les Allemands se sentaient à l'aise avec le grec. Enfin, moi, je le comprends bien. Il y a une affinité structurelle. Ce sont des langues qui utilisent beaucoup les suffixes, les préfixes, qui peuvent facilement faire dériver un substantif d'un verbe et réciproquement. Donc, on peut très facilement... C'est des langues très plastiques. Très plastiques. On peut les modeler. Et en fait, il se fait qu'en français, en langue française, il a fallu attendre quoi ? Il a fallu attendre la première génération des heideggeriens pour qu'on se mette à faire des jeux comme ça sur la langue. Derrida en fait plein, mais Derrida c'est un heideggerien. Lacan en fait plein, même chose, c'est l'héritage heideggerien. Et en France, c'est venu voilà, par la première génération des heideggeriens. Oui. J'apprends ce soir que la science et la philosophie
ne vont pas forcément dans le même sens. Et ça, je suis contente de l'apprendre ça aujourd'hui. Et donc, du coup, ça me vient à l'idée de me dire, est-ce que la philosophie de Heidegger et de Sartre ont conduit, ont valorisé l'homme, ont valorisé l'humain, et que cela a conduit, vu que avant les années 60, on sait que la science a développé, mais on sait aussi que la science a utilisé l'homme dans tout ce qui a été l'homme robotisé, dans le travail, tout ça, et que par la suite, on apprend que l'homme, après, a découvert sa propre valeur et qu'il pouvait se libérer. Est-ce que ces deux philosophies-là ont aidé les hommes à partir des années 60 à aller vers la liberté? Oui, c'est tout à fait fondamental, effectivement, cette idée que si on a seulement un point de vue scientifique sur l'être humain, on va le considérer uniquement en tant qu'étant, donc on va le considérer en tant que phénomène, en tant que corps, bien sûr, corps ayant des fonctions, ayant toutes sortes de fonctions, mais on va justement réifier ces fonctions. On va en faire des fonctions déterminées, d'un corps déterminé, et donc se limiter à envisager l'être humain comme un objet très intéressant, qui a des tas de fonctions, peut-être que d'autres n'ont pas, mais enfin un objet quand même. Et c'est dangereux, effectivement, de considérer les êtres humains comme des objets, puisque ça entraîne qu'on peut les utiliser, qu'on peut les limiter à une certaine fonction, puisque cette fonction, ils sont capables de la faire, et perdre complètement de vue qu'ils sont aussi des consciences libres, qui sont aussi des consciences qui aspirent à tout à fait autre chose, qu'ils ont aussi une conscience de soi qui les entraîne à se questionner, à avoir une autre attitude par rapport au monde, à vouloir pouvoir vivre autrement, parce que qu'est-ce que c'est qu'une vie qui ne fait que considérer les étangs, selon la Vorhandenheit ou la Zuhandenheit, c'est une vie extrêmement pauvre, si on est capable de voir dans le monde autour de soi que ça. La réification du monde est tout aussi appauvrissante pour l'homme que la réification de l'homme. Tout ça est très pauvre. Et donc, obsolescence de l'homme, oui, c'est ça. C'est aussi l'idée que non seulement les objets deviennent obsolètes, mais voilà, l'homme aussi à force. Oui, tout ça, c'est très très important. Et donc, est-ce que ces philosophies aident à retrouver un sens de l'humain différent? Évidemment qu'elles l'aident, mais encore faut-il s'en souvenir, les comprendre, oui, j'entends. Bon, s'en souvenir, s'y intéresser, essayer d'entrer dedans et de les comprendre, et oui, encore faut-il aussi voir que c'est ça qui est important dans ces philosophies. Quand même ça par rapport à la période de Sartre et de Heidegger et ensuite Sartre et les années où oui. Mais leur comportement n'est pas clair. Voilà. Il se fait qu'effectivement, c'était avant la Seconde Guerre mondiale qu'ils ont écrit tous les deux leur œuvre dont nous parlons maintenant. Donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, on peut dire on a réifié des hommes, mais d'une manière abominable. Donc, mais c'est contre leur philosophie. Enfin, c'est évident que c'est contre leur philosophie, évidemment. Je veux dire ça. Il y a bien des choses qui auraient dû empêcher, même d'autres choses beaucoup plus banales qui auraient dû empêcher ça. Mais ces œuvres-là ont été mûries après, des années après aussi. Parce que ces œuvres-là sont tellement complexes. Je ne les ai pas lues, mais des petits trucs que je lis, que je pense que ce n'était pas forcément mûri avant jusqu'à la guerre, ces écrits n'étaient pas forcément mûris. C'est ça. En tout cas, de ce que vous nous parlez aujourd'hui, si ça avait été écrit avant la guerre, je pense que les années 60 et après les années 60 ont été plus mûris. C'est ça. Oui. Ça n'avait pas été bien répandu, on n'avait pas saisi le sens avant peut-être les années 60 où il y a eu un regain d'intérêt pour ces philosophies. C'est vrai. Mais en fait, il faut quand même reconnaître que la philosophie, même maintenant, elle est très marginale en fait. Je veux dire, les gens qui justement arrivent à saisir le sens, je veux dire, pas connaître quelques phrases tout le temps répétées, etc. C'est pas ça, mais
arriver à saisir ce qu'il y a de particulier dans l'approche philosophique. Finalement, il n'y a qu'une minorité de gens qui le font. Donc je pense que notre époque, elle est toujours dominée plutôt par une vision de l'homme très instrumentale et très objectivante. Malheureusement. Mais les hommes se réveilleront un jour, hein, comme ils l'ont dit. Espérons, vous avez raison d'espérer. Oui, Olivier. Bon, mais c'est pour rigoler, ça ira pas loin. Mais dans le dédoublement du jeu, celui qui dit n'est plus celui qui est. Donc, alors Coluche s'est trompé. Il disait c'est le premier qui disait. Puis j'entends parler de l'étang, mais oui, on parlait on se baigne jamais dans la même rivière, mais on parle d'étang. Enfin bon, j'ai besoin de penser des bêtises, sinon je décroche. Non, non, mais c'est bien, il faut. C'est la plasticité de la langue, c'est très bien. Oui, bon ça, exemple. Par contre, l'étang, l'apostrophe ou l'étang de mots, temps, durée, combien de fois je peux avoir des problèmes, comme je lis, j'écoute plus que ce que je lis, toujours situé dans la phrase, c'est compliqué les mots. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. À la semaine prochaine alors, pour la suite.